tout d'abord, je voudrais remercier l'association de donc, me permet de parler un petit peu sur la. D'accord, je me permets de présenter une présentation sur la psychodermatologie, surtout en ce qui concerne le lien réciproque entre les problèmes dermatologiques et le stress. Donc pour cette présentation, on va parler surtout sur les différents mécanismes impliqués dans le lien entre le stress et les différentes pathologies dermatologiques. Et on va se développer les principales affections dermatologiques qui sont influencées par le stress, qui vont être ressources du stress. Donc on va voir les principales études parce qu'il y a beaucoup à lister des membres aussi. On va dire quelques mots sur la prise en charge avant d'en tout conclure. Comme vous savez, la peau, c'est le plus grand organe de notre organisme. Donc, il permet souvent le rappel de notre état interne. Il permet même de faire le diagnostic de plusieurs pathologies systémiques. Donc, souvent, on fait le diagnostic de plusieurs pathologies, donc des maladies internes. Donc, c'est un organe sensoriel très complexe, donc, qui forme un réseau immunant neuro-endocrinien multiple qui permet la communication avec les différents organes et le lien entre la peau et le cerveau est multiple et très précoce parce qu'il a la même origine embryologique qui est ectoderme. Donc pour le stress, donc il influence beaucoup la peau parce qu'il joue un rôle, on va voir, très primordial dans le déclenchement, l'aggravation et le maintien de certaines pathologies dermatologiques. Et il y a aussi une complication psychiatrique de différentes pathologies dermatologiques. Donc, tout l'intérêt de la psychodermatologie qui va étudier les différents troubles psychosomatiques et le lien entre la collaboration donc, qui doit être entre les dermatologues, les psychiatres et les psychothérapeutes. Je vais commencer par cette étude qui a été réalisée par mon ami professeur Pellegrini. Donc, lorsqu'on était président, c'est une étude prospective transversale qui a été réalisée en collaboration entre le service de dermatologie et de psychiatrie du CHURS en Lufes. Donc, c'est une étude qui a donc, recensé, donc, qui a cherché les différentes pathologies dermatologiques chez les patients, soit les patients hospitalisés au service de psychiatrie, soit les patients qui viennent consulter. Donc, il y avait deux résidents qui partent chaque semaine au service de psychiatrie pour voir les malades hospitalisés et les malades qui viennent en consultation. Donc, au cours de cette étude, 300 patients ont été recensés et 250 patients avaient un problème dermatologique. Donc, les 2 tiers sont des malades en consultation et les 1 tiers des malades hospitalisés. Les auteurs ont classifié ces différents dermatoses selon 5 catégories, selon la classification de la littérature de la psychodermatologie. Donc, la première catégorie, ce sont les dermatoses liées à l'hygiène, donc surtout les maladies infectieuses cutanées. Les dermatoses secondaires à des troubles psychiques. Donc, dans cette catégorie, la maladie exerce psychiatrique. Donc, les pathologies sont secondaires, les dermatoses sont secondaires, c'est troubles psychiatriques. Troisième groupe sont les dermatoses qui sont influencées par les troubles psychiques. Donc, on va voir si dans cette catégorie se trouve le stress qui joue un rôle important dans cette catégorie. Quatrième catégorie sont les dermatoses responsables de troubles psychiques. Cinquième catégorie sont les troubles iatrogènes secondaires. D'autres études ont été réalisées qui ont trouvé toujours le lien étroit entre les différents, chez les patients en psychiatrie, donc les dermatoses. Donc j'ai oublié de dire que c'est dans cette étude, donc 83% des patients présentent donc une pathologie dermatose. Donc on va voir par la suite les différents mécanismes biologiques impliqués dans le lien entre le stress et les pathologies dermatologiques. Vous savez, le stress va stimuler l'interaction de différents systèmes immunitaires, le système nerveux et le système endocrinien, qui vont entraîner des différentes pathologies dermatologiques.
Et la stigmatisation secondaire à ces troubles dermatologiques va entraîner par la suite une dégradation du parcours psychologique et le stress chez ces patients. On aura donc une cycle vicieuse, donc stress et des dermatoses pathologiques. Donc on va voir par la suite, donc on a toujours ce cycle vicieux entre les dermatoses, puisque c'est une particularité de la peau, donc il donne cette stigmatisation, cet aspect affichant des dermatoses, qui est responsable aussi de stress. Et toujours on a le stress va déclencher aussi ou bien aggraver ces troubles dermatologiques. Donc il y a toujours ce cycle vicieux qu'on va voir. Je ne vais pas détailler parce qu'il y a déjà toujours on a étudié le stress et le stimule, donc la sécrétion du cortisol par la stimulation de l'axe hypothalamo hypophysaire et la stimulation des glandes surrénales, responsable d'altération, surtout de l'altération de la barrière cutanée, la fonction de barrière de la peau qui est essentielle, qui est responsable, normalement il joue un rôle essentiel dans la protection contre les agressions externes et pour la retention de l'humidité de la peau. Donc lorsqu'on a cette altération de cette barrière, donc on aura plusieurs pathologies qu'on va voir par la suite dans les différentes pathologies. En résumé, donc 5 mécanismes ont été impliqués dans le lien entre le stress et les troubles dermatologiques. Il y a la réponse hormonale, la réponse inflammatoire, l'altération de la fonction barrière, la dysrégulation du système immunitaire et la modification du microflore cutané. La première, on va dire, c'est la réponse hormonale, donc c'est des idées du stress stimule le système sympathique qui permet de libérer le cortisol avec une perturbation de l'équilibre hormonal de la peau. Donc on va voir surtout dans l'acné, donc on aura secondaire à cette trouble de perturbation hormonale, une hypersécrétion de sébum. On a une hyperséborrhée qui est responsable de l'acné, de la dermatiseborrhée, de la maladie du Vernet et autres. La réponse inflammatoire, c'est donc après la secondaire, après un stimulus de stress, on a une réponse inflammatoire systémique qui aggrave certaines dermatoses inflammatoires, surtout donc on va voir l'eczéma, la rosacée, et qui vont altérer cette fonction barrière de la peau, la peau devient plus sujet aux irritations et à l'infection. Puisque la fonction aussi de la barrière de la peau, c'est la retention de l'humidité de la peau. Donc on aura une peau qui est sèche et qui est donc plus sujette aux infections ou aux irritations. Le troisième mécanisme, c'est la fonction barrière, l'altération de la fonction barrière, donc ce qu'on a déjà dit. La dysrégulation du système immunitaire, donc déjà dit par le docteur Helka, passe à l'altération de la microflore cutanée, donc la peau contient des agents pathogènes, des microbiotes qui bénéfiques pour la peau, donc il y a la dysrégulation, l'altération de cette microflore bactérienne cutanée, donc entraîne la prolifération des bactéries pathogènes responsables de plusieurs pathologies cutanées et la surinfection des différents dermatoses. En exhaustif, donc on va voir les principales dermatoses, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire, l'alopécie, les infections virales, l'herpès zona, la rosacée, le cholerique, l'icinico, et les autres aussi dermatoses auto-immunes, à savoir le lupus, la dermatomyosite, donc la liste est vraiment très. Donc je vais commencer par l'acné. Donc comme vous savez, l'acné c'est une maladie très affichante, surtout dans les formes sévères. Donc il touche principalement le sujet jeune, surtout l'adolescence. Donc cette phase qui est très vulnérable chez ces patients. Donc, on a plusieurs lésions, on peut avoir des lésions au niveau du visage, on a les lésions séborrhéiques. On a même des formes qui sont graves, donc dans ce cas, l'acné conglomérat ou l'acné. Donc même l'acné fulminante, c'est une réponse médicale qui survient avec un syndrome de Brime, une altération de l'état général. Donc, mais une forme qui m'intéresse aussi, c'est l'acné excoriée. L'acné excoriée, c'est une dermatomyalgie, dermatothiomanie. Donc, c'est surtout l'acné excoriée, c'est l'apanage de ce jeune, la jeune fille plutôt, qui entraîne donc secondaire au stress, l'excoriation des lésions cutanées. Et par la suite, elle entraîne une pigmentation post-inflammatoire
donc, qui fait donc, que le patient devient toujours avec cette envie de gratter, donc il s'est affichant, donc il aggrave le stress et par la suite donc, on a une aggravation de l'acné. Donc il y a vraiment un problème de prise en charge thérapeutique. Donc souvent on adresse ces patients chez les psychiatres en dehors du traitement médical. Donc, toujours le stress dans la physiopathologie, donc parmi d'autres facteurs, la prédisposition génétique, bien sûr, les facteurs hormonaux, les cosmétiques, les allergies, c'est le stress aussi, donc parmi les facteurs. Donc, on a dit qu'il stimule l'hypersécrétion de sébum, donc avec une hyperséborée qui s'associe à l'hyperkératinisation, donc il y aura toujours ces lésions cutanées, donc les lésions inflammatoires et les lésions non inflammatoires. Donc, les lésions inflammatoires, donc, toujours entendu par les premiers noms des points blancs, et puis après l'oxydation de ces bombes, on a les points noirs. Par la suite, on peut arriver à la pollinisation par le Propionibacterium acné sur la peau du patient psychorique, donc avec l'inflammation, l'apparition des lésions papuleuses, pustulaires, voire même des lésions nodulaires, voire même des abcès cutanés. C'est une étude qui a été réalisée chez les étudiants en médecine en Arabie Saoudite qui a pour mesurer la gravité du lien entre le stress et la gravité de l'acné chez ces patients, chez filles. Donc, cette étude, on va voir que plus on a notre acné qui est sévère, plus le degré de stress est plus élevé. Donc, ici, pas d'acné. Catégorie 1, c'est acné modéré. Acné faible, acné modéré, acné sévère. Donc, plus l'acné sévère, plus le degré de stress est élevé. Donc, deuxième pathologie qu'on va parler, c'est l'eczéma. L'eczéma, surtout pour l'eczéma chronique. Donc, on peut appeler aussi l'eczéma nerveux. Vous voyez l'intérêt de l'aspect psychique de l'apparition de ces lésions, l'aggravation des lésions, donc il provoque, on va voir, donc il provoque souvent les poussées d'eczéma, mais il peut aggraver, il va maintenir ces poussées d'eczéma par l'exagération des envies de grattage, des patients qui ont une menstrualité qui est intense et qui peuvent devenir liquides parfois, et toujours donc cet aspect, cette envie de grattage et cette altération de la vie de ces patients donc, entraîne un stress qui est responsable de l'aggravation et du blanchiment du poussé de l'eczéma. Donc, on voit l'eczéma, mais c'est l'eczéma atopique, la dermatite atopique. On le voit souvent chez l'enfant, mais on peut l'avoir aussi chez l'adulte. Dans ce cas, on peut vraiment une altération vraiment de qualité de vie de ces patients. Dans une pathologie inflammatoire chronique très grande, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans l'apparition de facteurs génétiques, environnementaux, mais surtout le stress qui intervient, qui déclenche et aggrave ces poussées. Donc, et la qualité de vie de ces patients, vraiment, il y a l'intérêt de la qualité de vie personnelle, sociale, la vie intime chez les patients, donc elle est très très altérée. Donc, c'est une étude qui a fait le lien entre chez des patients évaluer l'aspect, le degré de stress chez les patients qui ont une dermatite atopique à l'échelle parentale. Donc, dans cette étude, tous les patients ont dit que leur possibilité aggravée par le stress était maintenue par le stress. Donc, notre étude coréenne qui a été réalisée qui montre toujours plus que le stress, plus le dermatite atopique il est important et sévère, plus la prévalence du stress il est important. Psoriasis, donc c'est une maladie très fréquente, donc c'est une dermatose inflammatoire chronique, donc le stress peut déclencher, il peut aggraver les poussées de psoriasis. Donc, souvent les patients avec des consultations, ils rapportent toujours problèmes stressants. Donc, et parfois aussi la friction. Donc, les deux facteurs qui déclenchent souvent les poussées de psoriasis, le stress et la friction, parfois certains médicaments.
Donc, et cet aspect affichant sur ces patients, comme vous voyez, donc on a parfois le stress en jour, stress, donc psoriasis en jour, psoriasis le pustuleux, et on a une forme qu'on appelle l'érythrodermie, donc qui a une atteinte généralisée sur tout le corps. Donc, il aggrave le stress, et le stress lui-même va déclencher et aggrave les poussées de psoriasis, donc on reste toujours dans c'est ambitieux, donc le psoriasis, donc diminuer la qualité de vie du patient qui aggrave et déclenche les poussées de stress qui simule les poussées de psoriasis. Donc, toujours le stress stimule en place plusieurs instructions, des hormones, donc qui aggrave donc toujours soit les autres dermatoses allergiques. Une étude donc, qui cherche la prévalence des différentes pathologies qu'on avait associées au psoriasis. Donc, on va voyer l'anxiété. L'anxiété est un peu différente de stress, donc elle est venue en premier lieu 30% des patients. Donc, après le psoriasis et les différentes pathologies du syndrome métabolique associées souvent au psoriasis. La dernière psychologie, donc c'est une pathologie aussi fréquente. Généralement, on a deux pics de fréquence donc chez le nourrisson et chez le sujet adulte. Surtout le sujet adulte, donc c'est une dermatose récidive chronique. Elle est très fréquente, donc à peu près 3% de la population générale. Il survient aussi chez les pathologies, chez ces patients qui ont des syndromes parkinsoniens, chez les patients qui ont une immunodépression ou chez les patients dépressifs. On va voir que le stress, donc, il est souvent un facteur déclenchant de ces pathologies, parce que c'est une pathologie qu'on va voir la pathologie, c'est l'hyperséborrhée. Donc presque la même chose qu'on a fait, donc c'est l'hyperséborrhée, c'est sécrétion exagérée de sébum qui va favoriser l'apparition de la pollinisation par la malicésia purpure, donc qui déclenche aussi de la dermatite séborrhéique chez les séborrhéiques. Comme vous savez, c'est évident dans la rosacée. C'est une pathologie aussi faciale et fréquente, aussi bien chez la femme que chez l'homme, donc il survient généralement chez le sujet parentèle, donc surtout chez la femme. Donc on a plusieurs degrés de rosacée, l'érythrose, permanent, des intermittents puis permanents, puis les lésions papilleux pustuleux. Et on a encore la réconfirmation, c'est l'âge de l'adulte, le sujet de l'homme. Donc là, ça c'est donc il peut avoir, donc, comme vous voyez, donc, un impact sur les signes du soin qui va aggraver le stress, qui va déclencher aussi les poussées de rosacée. Et on rentre toujours dans ce cycle vicieux. Donc plusieurs facteurs interviennent dans le rosacée. Donc on a la prédisposition génétique, c'est la dérégulation du système vasculaire, des anomalies immunitaires. Mais parmi les facteurs déclenchants, donc on sait bien que la chaleur, les ultraviolets et la stimulation et la colonisation par le modex sont des facteurs, donc, mais surtout le stress et déclenche aussi donc, les poussées de la rosacée. Donc l'urticaire aussi, donc c'est une pathologie aussi très fréquente, soit l'urticaire aiguë ou chronique. Donc, et la terre aussi, l'estime de soi, la qualité de vie du patient, donc le vitiligo, c'est une maladie auto-immune. Donc, quand vous voyez, donc, c'est une pathologie qui est malheureusement bénigne, donc on n'a pas de problème de douleur, ni de prurite, uniquement l'atteinte de la peau qui est modifiée. Donc, mais quand même, donc, il affecte souvent la qualité de vie. Plusieurs facteurs qui interviennent dans l'apparition des vitiligo, comme les autres maladies auto-immunes. Donc, on trouve toujours donc, le stress qui est responsable donc, avec les frictions et d'autres facteurs chimiques environnementaux qui déclenchent et qui aggravent les lésions de vitiligo. Ici, on peut réaliser qui montre que le stress est très très fréquent chez les patients et chez les patients par rapport au groupe contrôle, donc avec une béquille significative. Donc, on va voir donc, dans la prise en charge
des patients qui ont vitiligo, que toujours, on doit commencer par le soutien psychologique. Quel que soit le type de vitiligo, soit vitiligo stable, ou non stable, segmentaire ou non segmentaire, soit actif, soit stable, on commence toujours par un soutien psychologique. Parfois, on aide aussi à des techniques de camouflage pour apaiser le patient et pour aider mieux à accepter son état avant de commencer les autres traitements. Notre maladie qui est le pelade, donc si on parle de pathologie aussi qui est bénin, mais délatère aussi donc, la qualité de vie du patient. Donc on peut avoir soit des pelades en plaques au niveau du corps chevelu, donc même au niveau de la dent. On peut avoir des formes différentes, surtout le corps chevelu, voire même surtout tout l'organisme, aussi bien ici, ici, donc on parle de l'âge universalis. Donc l'aspect dermoscopique est souvent diagnostique, et surtout pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies qu'on va voir par la suite. Donc pour la physiopathologie de vitiligo, donc de l'âge, donc on a toujours accepté les prédispositions génétiques et plusieurs facteurs interviennent. Parmi eux, donc le stress psychologique, aussi le stress oxydatif, qui est tout à fait différent. Donc l'auto-immunité, et donc on aura cette pathologie. Donc notre pathologie, dans ce cas, c'est une pathologie psychiatrique qui est le trichotillomanie, qui fait le diagnostic différentiel de l'AD. Donc c'est une attitude compulsive d'arracher les cheveux chez ces patients. Donc toujours on a ces plaques alopéciques, mais c'est le dermoscope qui nous permet donc, de faire le diagnostic là-bas entre les deux pathologies. On va voir ici des microfoyers hémorragiques. On ne trouve pas des points jaunâtres, on trouve des points catégoriques, on voit des points d'exclamation qui sont spécifiques au pelage. La chute du cheveu, donc diffuse, qu'on appelle le guillotélogène, donc vous savez, donc le stress joue un rôle important, donc souvent les patients reviennent donc très affolés, très angoissés. Parfois, ils ramènent avec eux les cheveux chez en consultation, ils nous disent voilà, vous voyez comment ça devient, je trouve, dans cette quantité de cheveux. Le stress, donc, dans ce cas, donc, il va atterrir dans toutes les phases du cycle pédiaire. Donc, vous savez, le cycle pédiaire, on a en général 3 phases. Phase anagène, qui est la phase de croissance du follicule pileux, la phase catagène, donc la phase de repos, et la phase télogène, donc c'est l'arrêt de croissance des cheveux. Et le stress, il va agir dans ces 3 phases. Donc, il va réduire cette phase anagène, et phase catagène aussi. Il va augmenter la durée de la phase télogène. Heureusement, donc, cette pathologie, cette pluriantélogène est réversible. À la différence des autres étiologies, surtout l'alopécie androgénétique et le diagnostic différentiel important donc, entre le pluriantélogène et le pluriantélogène et l'alopécie androgénétique. Donc, le stress aussi, donc, il peut soit déclencher des infections virales, donc on peut savoir donc l'herpès buccale ou génitale et les zonas. Donc ça fait bien donc, souvent donc, chez les patients immunodéprimés ou bien angoissés, on peut avoir cet déclenchement de cette pathologie. Donc, vous voyez dans ce tableau donc, le stress, il va activer l'infection qui était latente au niveau neuronal. Donc il peut soit donc, intervenir, donc stimuler dans la primo-infection, soit en cas de varicelle chez soit les enfants, soit les adultes, soit les primo-infections herpétiques, ou en cas de récurrence. Donc pour le virus de varicelle zoonose, c'est le zona, ou dans le groupe herpès, c'est l'herpès buccale ou génital. Le tumeur cutané aussi, le cancer cutané, donc il peut être influencé par le stress, mais je ne vais pas parce que c'est bien détaillé par donc, je parle quelques mots sur la prise en charge thérapeutique, mais donc, ce qui est important, qui doit être holistique, global,
Donc, il faut traiter aussi bien les signes que les pathologies dermatologiques, aussi bien le traitement théologique que le traitement symptomatique. Et il faut aussi gérer le stress. Donc, gérer le stress quand on va voir le prochain suivant. Les soins de la peau, donc surtout le traitement symptomatique est obligatoire, donc avant de commencer le traitement physiologique, l'activité physique, l'alimentation équilibrée, le soutien psychologique. Je vais parler d'une étude qui est récente en 2024, c'est une étude qui va parler sur l'intérêt de l'association de traitement psychologique, aussi bien par les psychotropes ou la psychothérapie cognitive au comportement, en association avec les traitements dermatologiques pour l'amélioration des résultats chez ces patients qui ont été réalisés. Si on regarde la littérature, donc ils ont cherché plusieurs études qui ont cherché l'intérêt de l'association de traitement psychologique, thérapie ou thérapie comme les autres traitements psychiatriques dans l'amélioration des pathologies dermatologiques, à savoir la rosacée, la dermatite, presque toutes les pathologies qu'on vient de voir. Donc, en conclusion, comme vous savez, la relation entre la peau, le stress et la peau, elle est complexe, elle est profonde, elle est multifactorielle. Malheureusement, il est sous-estimé. Le stress joue un rôle déclencheur et surtout aggravant des différentes pathologies dermatologiques. Et on a toujours ce cycle vicieux, donc on a toujours l'aggravation, et cet âge affichant des pathologies dermatologiques entraîne l'aggravation du stress, d'où l'intérêt d'une prise en charge globale avec des psychiatres, des psychiatres. Je vous remercie. Donc, je vais citer ces citations aussi qui sont quand le cerveau sourit, la peau sourit, et quand la peau est belle, le cerveau sourit.